Cette nouvelle saison débute par un bref retour en arrière. On y voit Kafka et Mina, encore enfants, fuyant pour échapper à un tremblement de terre. Il est probable qu'un kaiju soit apparu, provoquant des secousses dans toute la ville. La population est en état d'alerte. Alors qu'il court, Mina chute, et Kafka la rassure en lui affirmant qu'avec lui, rien ne peut lui arriver. Peu après, les forces de défense interviennent, ce qui réjouit Kafka, qui s'écrie avec enthousiasme qu'il faut éliminer ce kaiju. Soudain, des débris d'un bâtiment s'effondrent sur lui, le projetant au sol. Tandis qu'il cherche Mina du regard, la caméra pivote brusquement pour révéler l'ensemble de la force de défense alignée devant lui. Toute la force de défense fait maintenant face à Kafka. Ses amis nettoyeurs sont également présents. Sur le toit d'un immeuble, Mina est debout, armée, et annonce qu'il ne s'agit pas de Kafka mais du kaiju numéro 8, donnant enfin l'ordre d'ouvrir le feu. Toute l'unité tire, depuis les hélicoptères et d'autres positions. Kafka réagit et riposte, abattant un hélicoptère qui explose dans le ciel. La secousse s'intensifie, Kafka se transforme complètement en kaiju, un monstre gigantesque prêt à porter un coup final capable de raser une moitié de la ville. Mais tout à coup, le rêve se brise. Tout cela n'était qu'un cauchemar. Kafka se réveille, se regarde et se rassure en constatant qu'il est encore humain. Il ne s'est pas transformé. Un soulagement pour lui. On découvre ensuite qu'il est toujours en détention. La scène change, nous conduisant à la 3e division des forces de défense japonaises, dont la base a été partiellement détruite lors de l'attaque précédente. Ceux qui ont vu la saison passée se souviennent que Kafka y a vaincu un kaiju de manière violente, causant de lourds dégâts. Mina arrive sur place pour procéder à une inspection. La reconstruction de la base est déjà en cours. Oshina annonce qu'il a reçu la confirmation que depuis 5 jours, le quartier général n'a encore pris aucune décision concernant Kafka. Son sort demeure incertain. Il enrage intérieurement, estimant que la situation a été mal gérée. Mina lui demande si les nouvelles recrues ne sont pas censées arriver aujourd'hui pour rejoindre une autre unité. Il s'agit des camarades de Kafka ayant passé le dernier test, désormais affectés à une nouvelle division. Oshina confirme qu'ils arriveront à l'heure. On passe ensuite à Reno, pensif. Yaru, assis à côté de lui, propose une photo souvenir et lui demande de se dépêcher. Ils s'installent dans un parc, que l'on apprend être le château de Matsumoto. Ils sont là pour intégrer leur nouvelle unité. Yaru tente de rassurer Reno, disant qu'ils ne font que rejoindre une division, mais il confie aussi son inquiétude à propos de Kafka. Il doute qu'il puisse reprendre sa place en tant que membre ordinaire de la force de défense. Reno se souvient de ce que le maître avait dit juste avant de se transformer. Il s'interrogeait sur son avenir, se demandant s'il pourrait réintégrer les forces malgré son apparence monstrueuse. Yaru rit, avouant qu'il a été choqué par la transformation de Kafka. Reno, quant à lui, croit fermement que Kafka reviendra. Il se dirige alors vers la 4e division. Reno se promet de devenir plus fort pour pouvoir un jour sauver Kafka. De son côté, Kikoru lit les messages du groupe, où chacun informe qu'il se rend à sa nouvelle base. Elle repense à Kafka, se disant qu'elle devra peut-être l'arrêter si cela s'avère nécessaire, et qu'elle doit donc s'entraîner encore davantage. À ce moment, la porte s'ouvre et le vice-capitaine de la 1re division, Eiji, entre. Il a l'air sévère. Il annonce à Kikoru qu'il va l'emmener voir leur capitaine. Il précise que la commandante Hachiro leur a déjà expliqué la situation, que leur base est détruite et en reconstruction, et que tous les membres sont temporairement mobilisés dans d'autres divisions. Une carte détaillée s'affiche alors. Elle montre que les divisions 13 à 16 sont situées au sud, les 1 à 4 à l'est, les 5 à 8 à l'ouest, et les 9 à 12 au nord. La division était réputée être la plus puissante du Japon, surnommée la superpuissance anti-kaiju. Kikoru le savait déjà depuis l'Amérique, tant leur réputation est grande. Elle considère cet endroit comme idéal pour progresser. Ils arrivent enfin devant la salle du capitaine. Kikoru se prépare à rencontrer l'homme considéré comme le plus fort du Japon, espérant apprendre beaucoup de lui. Mais à leur arrivée, il trouve le capitaine absorbé par un jeu vidéo, frustré de ne pas monter en classement. Eiji referme la porte du commandant calmement, et demande à Kikoru de lui donner quelques instants. Pendant ce temps, la frustration du commandant est à un tout autre niveau. Mais alors qu'il est sur le point d'atteindre son but, Eiji furieux, lui donne un coup de pied au cul. Il lui rappelle qu'il devait recevoir une invitée, mais le capitaine s'énerve, car il vient de casser sa PS5. Eiji lui reproche sa fainéantise, car il lui avait demandé de ranger son bazar. Le commandant refuse de le faire, prétextant le libre arbitre. Pendant ce temps, Kikoru est sans voix devant la scène qu'il voit. Eiji le soulève, et une équipe de nettoyage entre pour ranger la pièce, ce qui agace encore plus le capitaine. Eiji présente alors le capitaine Narumi à Kikoru. Celle-ci pense qu'il ne lui inspire aucun respect. Narumi l'interroge, lui demandant si elle est bien la fille d'Isaba dont tout le monde parle. Kikoru reprend son calme. Peu importe son opinion, il reste son supérieur. Elle se présente et se montre prête à obéir aux ordres. Narumi lui dit de ne pas être aussi formel, car il n'aime pas ça. En tant que capitaine de la 1re division, il n'attend qu'une seule chose d'elle. Kikoru s'interroge, mais une alarme retentit soudain,
signalant une nouvelle attaque de kaiju. Narumi lui répond qu'elle découvrira ce qu'il attend d'elle en combattant. Il lui promet une place idéale pour observer la mission du jour. Les événements sont ensuite décrits étape par étape. 15 minutes plus tôt, le kaiju est repéré. 5 minutes plus tôt, le ministère de la Défense valide un plan d'action, immédiatement relayé à la base. Le capitaine Narumi embarque dans un hélicoptère avec Kikoru. Pendant ce temps, l'unité d'Eiji part d'un autre point, et plusieurs tanks et missiles à moyenne portée sont déployés. Une alerte d'évacuation est lancée pour la population, dirigée vers des zones sûres. Les autoroutes sont fermées. Différents types de blindés, mitrailleuses et équipements sont positionnés, y compris sur les ponts. Des missiles sont tirés depuis de longues distances vers le kaiju, marquant la première offensive. Cela oblige la créature à modifier sa trajectoire vers le nord-ouest, afin d'éloigner le danger de la ville. Le kaiju avance en direction du pont, où de nombreux tanks sont déjà positionnés, puis plonge dans l'océan pour tenter de le détruire. Cependant, la force de défense se retire en toute sécurité. Peu après, Narumi arrive et ajuste la stratégie. De nouveaux membres de la première division sont introduits, parmi eux Kikoru, Miyake et Tachibana. Narumi leur ordonne de se diriger vers Ozanbashi. Il demande à Eiji de rester sur place pour ralentir l'avancée du kaiju, ce qu'il fait immédiatement en lançant une offensive. Pendant ce temps, les trois autres attaquent eux aussi depuis une tour. Kikoru est impressionné par leur capacité à contrôler les mouvements du kaiju. Elle observe comment chaque membre coordonne sa force de frappe pour affaiblir l'énergie du monstre jusqu'à 40%, ce qui permet de mieux le gérer. Narumi se prépare alors à intervenir. Il prend son arme et s'apprête à sauter d'un hélicoptère. Avant de sauter, il s'adresse à Kikoru et lui dit qu'il ne cherche ni politesse ni propreté ni zèle ni respect. Ce qu'il attend d'elle, c'est une seule chose. Puis il se lance dans le vide. Son arme, posée sur son épaule, se transforme en un hybride de pistolet et d'épée. En chutant, il transperce le dos du kaiju avec puissance. Une explosion spectaculaire s'ensuit et le monstre est réduit en morceaux. Du sang éclabousse la moitié de la ville. C'est un moment d'action intense et impressionnant. Ce type dégage une aura incroyable depuis son apparition. Il explique ensuite que ce qu'il attendait, c'était une force brute, une puissance incontrôlable. Ce qu'il veut, ce sont des résultats, pas des discours inutiles. Kikoru lui répond que cela lui plaît, et que ce sera amusant. De retour à la base, Narumi consulte les tendances en ligne. Il se demande pourquoi Mina est en top tendance et pas lui. Il est frustré que l'on attribue le mérite de la victoire à Mina, alors que lui a porté le coup fatal. Il râle, trouvant cela injuste. Kikoru l'observe et pense que cet homme, considéré comme le plus fort du Japon, est en train de chercher son nom sur Internet. Elle le trouve narcissique. Pendant ce temps, le téléphone de Narumi sonne, mais il ne décroche pas. Il affirme que ce n'est probablement qu'une convocation pour une réunion, alors autant ignorer. Eiji arrive alors brusquement, lui donne un coup de pied et le fait tomber de sa chaise avant de le traîner en disant que cela fait aussi partie de son travail. Narumi demande ce qui est si urgent. Eiji répond que cela concerne Kaiju numéro 8. La scène bascule vers Kafka, qui fait des pompes avec détermination. Kafka se souvient qu'il doit encore prouver sa valeur. Il est motivé. Soudain, des hommes arrivent pour le conduire. Il aperçoit Kikoru et ils sont tous deux amenés devant le directeur. Narumi est là également. Kafka reconnaît en lui le capitaine de la première division. Le directeur annonce à Kafka qu'il est transféré dans cette division. Il explique que Kafka est le kaiju le plus puissant de l'histoire. Une coopération entre une unité anti-kaiju et un kaiju aussi redoutable renforcera leur système de défense. Si Kafka réussit la prochaine mission et que les autres membres de l'unité l'acceptent, il pourra rester. Sinon, il sera définitivement exclu de la force de défense. Kafka est prêt. Il ne souhaitait pas rejoindre en tant que kaiju, mais pour survivre, il est sur le point d'accepter quand Narumi l'interrompt. Il dit ne pas avoir besoin de lui. Selon lui, la seule force dont la division a besoin, c'est la sienne. Il tourne les talons, mais le directeur le rappelle à l'ordre. Il affirme que cela ne suffit pas. Le kaiju numéro 9 possédait la capacité de se transformer en humain et le numéro 10 a détruit leurs unités. Les kaiju évoluent, et eux doivent adapter leurs méthodes. Pour mieux les comprendre, il faut quelqu'un qui leur ressemble. Narumi finit par comprendre. Il dit que la meilleure manière d'utiliser Kafka est de le traiter comme une arme. Kafka affirme qu'il ne peut pas mourir maintenant. Il doit honorer la confiance de ses amis et tenir sa promesse faite à Mina, celle de rester à ses côtés pour vaincre les kaiju. Il n'a pas encore accompli cela, mais il est prêt à y consacrer sa vie. Il accepte de rejoindre la première division. Narumi lui répond qu'il se fiche de ses sentiments ou de son respect. Ce qu'il veut, ce sont des résultats. Si Kafka perd le contrôle à nouveau, il le tuera sans hésiter et utilisera son corps pour fabriquer une arme. Pendant ce temps, Oshina informe Mina que Kafka et les nouveaux membres vont intégrer leur unité. Mina répond qu'elle va s'entraîner et invite Oshina à venir avec elle. La scène change. On voit Kikoru faire ses bagages et quitter les lieux. Ensuite, le père de Kikoru, Isao, qui est également le directeur, arrive auprès d'une équipe de scientifiques. On y découvre un homme suspendu, peut-être une arme, le doute demeure.
Un tremblement de terre survient, et le public ne comprend pas ce qui se passe. Soudain, le tremblement s'arrête et tous les bâtiments commencent à s'effondrer. On nous montre ensuite qu'il y a eu beaucoup de destruction, de nombreuses personnes ont été blessées, et un cratère s'est formé au centre de la ville. Les gens s'approchent de ce cratère et observent. Soudain, une femme sort son téléphone, ouvre l'appareil photo et voit des fourmis kaiju à l'intérieur. Ces fourmis kaiju commencent à se répandre dans toute la ville, causant des destructions partout. Ailleurs, on nous montre un camp d'entraînement, probablement la base 1. On voit la force de défense en plein entraînement. Enfin, il y a aussi Kafka et Kikoru. Kafka est très fatigué par cet entraînement. On voit aussi que des articles sont publiés dans les journaux, indiquant que les attaques de kaiju ont augmenté. On montre également Kafka sur la piste de course, en train de courir et de s'entraîner, ce qui nous indique qu'il travaille dur sur lui-même pour ne pas perdre le contrôle et ne blesser personne. Il se souvient aussi des paroles du directeur, qui lui a dit qu'il devait prouver sa valeur. Ensuite, on montre Kikoru, qui va voir Narumi, car il n'y a pas de temps à perdre. Elle doit s'entraîner avec Narumi. Lorsqu'elle arrive, on voit Narumi qui lui demande de l'argent, disant que tout l'argent de son compte a disparu. Kikoru lui répond en disant qu'elle voit des boîtes de Yamazon derrière lui, comprenant où est passé l'argent, et lui demande s'il n'a pas honte de demander de l'argent à une junior. Narumi devient très effronté et lui demande pardon, insistant pour qu'elle lui donne de l'argent. Soudain, une sirène retentit, et on apprend qu'Eiji est arrivé. Eiji dit à Kikoru et Narumi de se préparer. Ils enfilent leur combinaison, Narumi se prépare, et toute la force de défense se met en position. Toute la première division se prépare à repousser les kaiju. Pendant ce temps, les fourmis kaiju se répandent partout. Pour sauver les habitants, ils sont envoyés dans des abris, mais il y a tant de monde que les abris se remplissent. On voit ensuite un frère et une sœur séparés de la foule. La sœur est blessée à la jambe, et son frère lui dit de ne pas avoir peur, que Narumi viendra bientôt avec les gens de la première division pour les sauver. Aussitôt dit, une grande fourmi kaiju se dresse devant eux. Le frère se place devant sa sœur pour la protéger, et le kaiju est sur le point de le tuer. Mais le garçon chante une chanson sur Narumi, disant qu'il viendra. Et juste au moment où le kaiju l'attaque, Narumi arrive et bat le kaiju d'un seul coup. Narumi dit alors, « Je te donne une punition. Tu m'as appelé Narumi, pourquoi pas capitaine? Va sur les réseaux sociaux et écris 10 fois des choses positives sur moi. » Le garçon accepte. Ensuite, Narumi prend des nouvelles de Kinashi et Miyake. Kinashi rapporte qu'ils ont tué 4 kaiju dans leur zone, et Miyake confirme que le travail avance de son côté également. Narumi explique qu'il faut d'abord comprendre la situation, que leur priorité est de sécuriser les citoyens et de diriger tous les kaiju vers la zone de neutralisation. On montre ensuite Kikoru, et l'ordre arrive qu'il est enfin leur tour dans la zone de neutralisation pour éliminer les kaiju qui y entrent. Narumi précise que dès que les civils seront évacués, leur travail commencera. Kafka et Kikoru se préparent. On nous montre ensuite le poste de commandement de la force de défense, le 318, d'où toute l'opération est suivie. Les scientifiques surveillent toutes les lectures, portes et ouvertures, et prêtent particulièrement attention à Kafka pour vérifier s'il est normal. Le directeur, le père de Kikoru, déclare que leur seule mission est de neutraliser tous ces kaiju, et tout le monde doit travailler ensemble. L'équipe de scientifiques commence à travailler, et de plus en plus de forces de défense arrivent dans la zone d'attaque pour neutraliser les kaiju. Ils réussissent à en envoyer beaucoup dans la zone de neutralisation. C'est au tour de Kikoru de montrer ses talents. Elle déverrouille son arme et se prépare à affronter les kaiju. Kikoru est très puissante, comme nous le savons depuis la première saison, et cela se voit ici. Elle est soutenue par Shinonome, prête à l'aider en cas de problème. Kikoru commence à attaquer les kaiju, les éliminant un par un. Elle pense toujours au vice-capitaine Oshina, à la vitesse et à la puissance de Mina, et veut frapper comme elle. En bref, Kikoru aspire à devenir encore plus forte. Kafka est également très heureux de tout cela. Kikoru sauve Shinonome de justesse et lui dit de rester concentré. Puis Shinonome se prépare également à attaquer pour aider Kikoru. Le rapport indique que Kikoru et Shinonome éliminent beaucoup de kaiju ensemble. Les autres officiers de la première division tuent également de nombreux kaiju pour égaler Kikoru. Eiji met le feu aux poudres en disant à Narumi que Kikoru est plus puissant que lui lors de sa première année. Narumi s'énerve et répond qu'il parle trop. Il remarque quelque chose de différent chez ces kaiju fourmis, qui restent généralement sous terre et n'agissent pas en surface. C'est la première fois dans l'histoire qu'on les voit à la surface, ce qui signifie qu'il y a un problème. Narumi ressent une activité similaire à celle de la base de Tashikawa, pensant que quelqu'un donne des ordres à ces kaiju. Soudain, beaucoup de kaiju affluent vers l'extrémité ouest, et c'est enfin au tour de Kafka. Il est prêt à attaquer, mais il tremble, se souvenant de ce qu'il a fait au directeur la dernière fois lorsqu'il a perdu le contrôle. Il craint de perdre à nouveau le contrôle. Les directeurs observent également, se demandant comment le kaiju numéro 8 va se comporter face aux autres kaiju. Kafka pense que le directeur lui a donné une chance, et il doit la saisir. Il se transforme partiellement, transformant ses jambes et ses bras, et court attaquer un kaiju. Mais ses attaques n'ont aucun effet.
L'équipe du directeur se demande pourquoi il ne se transforme pas complètement. Les kaiju commencent à attaquer Kafka, mais il parvient à s'échapper. Il réalise qu'il ne peut pas les vaincre avec une transformation partielle et essaie de se transformer à nouveau, déterminé à ne pas perdre le contrôle. Il veut se tenir aux côtés de Mina et prouver sa valeur. Il commence à se transformer, et le signal de kaiju dans le centre augmente fortement. L'équipe remarque la transformation, mais soudain, Kafka redevient humain. Il ne parvient pas à se transformer, et un kaiju l'attaque, le projetant au sol. Kafka est confus, comme nous, se demandant pourquoi il n'arrive pas à se transformer. L'équipe analyse qu'un autre kaiju, plus puissant, probablement un Anju, a été détecté dans la zone de neutralisation, juste sous Kafka. Narumi comprend que c'est la raison de leur apparition en surface. Soudain, une fourmi kaiju émerge de sous Kafka, et le kaiju numéro 9 est dessus. Le kaiju numéro 9 ne le reconnaît pas, s'attendant à voir un kaiju, mais un humain se tient devant lui. Il devine, alors, tu es le kaiju numéro 8. L'équipe observe également l'apparence du kaiju numéro 9. Kafka comprend que les kaiju peuvent détecter les autres kaiju. Le kaiju numéro 9 attaque Kafka pour vérifier s'il est bien le numéro 8. Kafka est gravement blessé et essaie à nouveau de se transformer, mais échoue encore. L'équipe se demande s'ils vont perdre le kaiju numéro 8. Narumi se prépare à rejoindre Kafka, mais un grand kaiju apparaît devant lui, avec le numéro 9 dessus. Narumi se demande ce que sont ces duplicata. Certains kaiju morts commencent à revenir à la vie. Un rapport de la 3e division indique que les kaiju augmentent, et la zone d'effet s'élargit, surpassant l'attaque de la 3e division. Avec l'arrivée du kaiju numéro 9, toute la direction de cette guerre change. L'équipe continue de neutraliser les autres kaiju, mais Kafka fait toujours face au kaiju numéro 9, qui commence à tuer d'autres officiers de la défense. Le kaiju numéro 9 déclare qu'il va tuer Kafka et reprendre ses pouvoirs de kaiju. Kafka essaie de s'échapper, mais il est à nouveau blessé et battu. Il tente encore de se transformer, mais échoue. Le kaiju numéro 9 s'apprête à le tuer. À ce moment, l'équipe du directeur discute, et le vice-directeur dit que si Kafka perd le contrôle, le directeur devra enfiler son armure pour l'arrêter, ce qui pourrait réduire son espérance de vie. Le directeur le sait et demande qu'on ne lui en dise pas plus. Alors que le kaiju numéro 9 s'apprête à achever Kafka, Kikoru intervient, le coupant en deux. Mais le kaiju se reforme et dit qu'il ne l'a pas reconnu. Kikoru répond qu'il n'a pas besoin de la connaître, car elle va le tuer. Elle commence à l'attaquer. De l'autre côté, Narumi fait face au même kaiju numéro 9, qui dit vouloir aider son ami à tuer le kaiju numéro 8. Narumi rétorque que cela n'arrivera pas, précisant que le kaiju numéro 8 est un officier régulier et qu'il est le capitaine. Le kaiju numéro 9 l'attaque, mais Narumi se plaint qu'il l'interrompt en plein discours. Le kaiju numéro 9 remarque que Narumi est plus fort que le kaiju numéro 8, ce qui met Narumi en colère. Il attaque, et le combat entre Narumi et le kaiju numéro 9 commence. Toute la force de défense combat les kaiju, et le directeur pense que cette nouvelle génération de la force de défense passe un test pour surmonter cette situation seule. Kikoru demande à Kafka pourquoi diable il ne se transforme pas. Celui-ci lui répond qu'il a essayé plusieurs fois, mais qu'il n'a pas réussi. Elle pense que le numéro 9 interfère probablement avec sa transformation. Elle lui annonce alors qu'elle va lui infliger suffisamment de dégâts pour l'empêcher d'interférer et lui permettre de se transformer, car même si elle déteste l'admettre, elle a besoin de son aide pour le vaincre. Les deux jeunes combattent ensemble en attaquant sous différents angles, mais le numéro 9 les surprend en se divisant. Kikoru est touché par une de ses attaques et, au moment où le 9 s'apprête à achever Kafka, elle intervient rapidement en tranchant toutes ses armes, ou plutôt ses tentacules, tout en pensant qu'elle en a assez de perdre des gens sans rien pouvoir faire. Elle est décidée cette fois à le sauver. Elle se souvient alors de son passé, quand tous ses camarades de classe admiraient sa mère, l'une des meilleures guerrières de la division de défense. Sa mère était aimée et acclamée par tous, et possédait l'équipement du kaiju numéroté, le numéro 4. Kikoru était très fier de sa mère, car même après ses missions, épuisée, elle lui consacrait beaucoup de temps et partageait avec elle des moments précieux. Elle lui avait raconté que ses camarades de classe l'avaient vue à la télévision à ses côtés et que tous l'avaient acclamée, se sentant en sécurité grâce à elle. Mais Kikoru avait remarqué le bandage sur son bras, et lui avait annoncé qu'elle rejoindrait la division de défense pour la protéger. Ses parents furent surpris par cette déclaration, et sa mère lui répondit que si c'était le cas, alors ce seraient eux qui la protégeraient. Les années passèrent ainsi, dans des moments familiaux heureux, jusqu'à ce que sa mère périsse face à un kaiju numéroté, le numéro 6. Tout le Japon reconnut sa bravoure, car sans son sacrifice, les dégâts auraient été irréparables. Sa perte fut pleurée non seulement au Japon, mais dans le monde entier. Kikoru, de son côté, se sentit menteuse, car elle n'avait pas pu tenir la promesse faite à sa mère. En voyant le visage changé de son père, elle jura de devenir la plus forte pour protéger ceux qu'elle aime et de ne jamais laisser tomber ses camarades au combat. Elle réussit à acculer le numéro 9, mais celui-ci fait muter la tête de la créature fourmi sur laquelle elle combat, lui faisant perdre l'équilibre. Heureusement,
Kafka intervient et stabilise la situation en donnant un coup de pied à sa tête, bien qu'il se fracture la jambe. Kikoru saisit l'opportunité pour trancher complètement le monstre et hurle à Kafka de se transformer enfin. Il s'exécute rapidement, profitant de l'opportunité créée par Kikoru. Mais en se transformant, il sent le pouvoir du kaiju l'envahir entièrement. Il imagine transpercer la poitrine de Kikoru et, derrière elle, les cadavres de ses compagnons. En un clin d'œil, sa transformation s'efface. On comprend que Kafka est incapable de se transformer par peur de perdre le contrôle. Le haut commandement s'agace de l'inutilité du numéro 8 et décide de passer au plan B. Mais Narumi les interrompt en disant qu'il va s'occuper de tout, car on ne peut pas confier des missions importantes à des recrues. Il libère alors toute sa puissance, atteignant 98,8% de synchronisation avec son équipement. En tranchant une des pattes de la fourmi, le numéro 9 réalise qu'il doit faire attention, son arme peut couper et brûler à la fois. Il décide de prendre ses distances, mais Narumi commence à tirer. Le 9 s'adapte rapidement et, voyant qu'il n'a pas d'issue, se déplace à toute vitesse pour esquiver et attaque à bout portant. Narumi esquive, mais quand il sort du nuage de fumée, il est surpris de voir que le numéro 9 a étendu son corps partout pour le piéger dans une gigantesque explosion. Les hauts gradés constatent que ce kaiju est extrêmement dangereux, car il peut s'adapter au contact des humains, à la manière d'un virus, comme les autres kaiju numérotés. Cela en fait une menace immense. Narumi, lui, prévient le commandement de ne pas s'inquiéter, car il est lui-même une menace encore pire. Le numéro 9 est choqué de le voir indemne. Narumi décide de se montrer sérieux, ses yeux changent de forme, et en un instant, il transperce la poitrine du numéro 9, qui est stupéfait de voir que ses adaptations n'ont servi à rien. Isao explique alors que les yeux de Narumi sont un équipement spécial provenant du kaiju numéro 1, dont on disait qu'il pouvait voir l'avenir. Ses yeux peuvent détecter les signaux que le corps envoie au cerveau, anticipant ainsi les mouvements de l'adversaire. Il peut donc frapper exactement là où l'ennemi pensera esquiver, rendant ses attaques inévitables. Selon les archives, le kaiju numéro 1 était extrêmement puissant, et sa plus grande menace résidait dans ses attaques impossibles à éviter. Narumi possède désormais cette capacité et peut même voir l'emplacement du noyau de son ennemi. Profitant de sa vitesse, il attaque le numéro 9 et l'élimine en un instant. Le quartier général exulte. Mais Isao sait que le tour de Kafka arrive, car il est conscient que sa peur l'empêche encore de se transformer. Pendant ce temps, le numéro 9 mitraille la pauvre Kikoru, tandis que Kafka est projeté au loin. Le monstre souligne que sa peur de tuer ses camarades est ce qui le bloque. Mais Kikoru lui crie de ne pas la sous-estimer, ni elle ni aucun de ses compagnons, parmi lesquels Oshina et Hashiro, des combattants incroyablement puissants. Elle lui ordonne de ne pas sous-estimer la division de défense, ni lui-même. Ces mots font renaître la détermination de Kafka. Il comprend que quelqu'un comme lui ne pourrait jamais vaincre des personnes aussi fortes. Il décide de croire en ses camarades et parvient enfin à se transformer à nouveau, stupéfiant tout le monde avec l'apparition du numéro 8. Il avance alors que Kikoru le gronde pour avoir mis autant de temps. Le quartier général confirme que le numéro 8 est apparu dans l'ouest, dans la zone d'extermination. Isao lance la deuxième phase de l'opération, tandis que Narumi se demande si le numéro 8 sera leur salut ou leur perte. Le numéro 9, voyant le numéro 8 apparaître enfin, pousse un cri qui fait se relever toutes les fourmis précédemment vaincues. De plus, des ailes lui poussent. Kikoru s'inquiète un peu, mais Kafka la rassure. Même s'il n'a pas entièrement confiance en lui-même, il a une confiance absolue en eux. Les paroles de Kafka émeuvent Kikoru, et il lui demande que pendant qu'il affronte ce monstre, elle s'occupe du contrôle des nuisibles. Elle accepte, mais le prévient, s'il échoue, elle s'occupera de lui ensuite. Ils se séparent pour affronter leurs adversaires respectifs. Le numéro 9 dit à Kafka que cette fois, ce ne sera pas comme avant, car il est littéralement une autre personne et qu'il peut désormais le tuer. Mais Kafka, en un seul mouvement, arrache et détruit le noyau de la fourmi kaiju, supposant que celui du numéro 9 se trouve là où se trouvent les fourmis qu'il contrôle. Le numéro 9 attaque, et Kafka, en contre-attaquant, se souvient du moment où il avait perdu le contrôle face à Isao, réalisant qu'il n'a pas encore pleinement exploité le pouvoir du numéro 8. Il ironise en disant que grâce à cette possession, il comprend désormais bien mieux comment utiliser son kaiju. Il se déplace à grande vitesse dans la ville, utilisant ses jambes comme propulseurs, puis fonce en piqué depuis les hauteurs pour asséner un coup dévastateur au numéro 9. Ce dernier, abasourdi, constate que ce combat est totalement différent de leur affrontement précédent. Kafka l'élimine, tandis que tout le quartier général est stupéfait par l'incroyable puissance du kaiju numéro 8.